Et donc, on va enchaîner sur le programme. On va pas si loin que ça. Ça sert vachement bien cette distribution Linux. Et donc on accueille Carole Haid et Jean-Philippe Pau de la métropole de Lyon qui vont nous faire un petit compte-rendu de la démarche qu'ils ont entreprise, qui est toujours en cours peut-être, pour aller vers un monde libre et SIG. Vous voulez un micro comme ça ? Alors bonjour à tous, donc je suis Carole Haid, je travaille à la métropole de Lyon comme responsable du patrimoine applicatif SIG, plutôt transverse, et donc je suis venu avec mon collègue Jean-Philippe Pau, donc moi je suis responsable de programme SIG à la métropole de Lyon, on travaille en binôme avec Carole. Alors par rapport à la présentation précédente, clairement on va être beaucoup moins sur du technique. Nous, l'objectif ici, c'était de présenter la démarche de la métropole de Lyon vers de l'open source SIG. Donc ça va être très macro, c'est plutôt un peu une prise de recul par rapport à une cible vers laquelle on voudrait tendre. Et c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir faire un sondage aussi auprès de différentes collectivités qui pourraient avoir cette même démarche et pouvoir éventuellement échanger avec eux. Donc première présentation un peu du contexte à la métropole de Lyon. Je ne sais pas si je suis pas très doué avec le micro, je crois. Donc la métropole de Lyon, c'est 1,4 million d'habitants sur un territoire de 538 km², avec 58 communes. Donc c'est un grand territoire. Donc la métropole de Lyon, c'est une grosse collectivité qui a un statut en plus particulier, qui donne des compétences en plus de l'agglomération de départements. Ce qui fait qu'avec toutes ces communes, les agents qui travaillent à la métropole de Lyon sont sur 250 métiers différents. Donc ça couvre un large champ d'action. Qui sont décrits là rapidement sur du développement économique, de l'éducation, culture et loisirs, relations internationales, cadre de vie, gestion au quotidien et solidarité. Et donc ce que je voulais illustrer là dans cette image-là, c'est qu'avec tous ces champs d'action, il y a beaucoup d'endroits où il y a de l'information géographique qui peut être utilisée. Et donc là, sans aller dans le détail de chacun des champs d'action qui peuvent être déclinés en différentes choses, donc nous, on a aussi un certain nombre d'applicatifs SIG pour de la production de données SIG. Et on a des applicatifs qui vont être spécialisés sur certains métiers ou certaines thématiques. Donc là, par exemple, je décris juste un peu sur le foncier et l'immobilier, typiquement l'aménagement urbain, l'énergie, la voirie, l'eau et l'assainissement, ça peut être aussi la collecte des déchets. Donc voilà, la donnée géographique, elle est omniprésente et elle peut être à la fois produite, mais elle peut être aussi utilisée et diffusée. Alors je vais zoomer un peu sur le contexte dans lequel on est. Donc on est dans une refonte du système d'information géographique. Il y a eu une première refonte au début des années 2000. Il y avait avant déjà un système plus ancien autour d'APIC, et puis autour des années 2000, la refonte a consisté à aller vers des outils plutôt d'éditeurs. Vous voyez, Esri, Elix, donc un monde SIG avec deux gros éditeurs autour d'Oracle, et puis aussi, de façon plus anecdotique, des outils sur MapGuide. Donc ça, c'était début 2000, et puis depuis début 2021, on est engagé dans une seconde refonte, parce que le système avait 20 ans, il était de plus en plus obsolète et il fallait faire quelque chose. Donc le fait de parler là des délibérations qu'on a eues avec les élus, c'est pour expliquer qu'on est allé demander du budget pour faire cette refonte, mais présenter le sujet du SIG aux élus, ça a été intéressant aussi pour voir que ça les intéressait, et surtout ils nous incitent à aller vers l'open source. Pour des raisons de coût, évidemment, mais aussi parce qu'ils y voient des raisons de souveraineté. Concrètement, pour eux, c'est une garantie d'indépendance, en fait, sur le système d'information par rapport aux politiques des éditeurs et aux ventes de logiciels. Donc, cette incitation à aller vers l'open source, c'est ce qu'on s'applique à faire.
Et vous voyez, donc on migre progressivement nos données d'Oracle vers PostGIS. Nos applications Esri, elles, par contre, elles restent dans ce monde d'éditeurs. Là, on reste sur l'Esri. La partie bureautique, par contre, elle migre quasiment en totalité sur QGIS. Le monde Helix dont on parlait migre aussi sur QGIS. Et puis la partie web, par contre, là, on n'est pas encore tout à fait arrêté sur ce qu'on va faire, l'ancien Helix Web. Et puis la partie MapGuide migre aussi sur des technologies libres, donc QGIS Server et puis QGIS Web Client 2. Alors, je vais continuer à zoomer en fait sur cette cible. Vous avez bien compris que nous, notre intérêt, c'est quand on présente cette cible, alors on est déjà content de partager notre travail avec vous, mais aussi on espère que ça va évoquer chez certains leur propre cible, leur propre stratégie, voir des points communs avec la nôtre et voir s'il y a possibilité de mutualiser certains travaux. Et donc Carole en reparlera un peu après. Donc notre cible, elle s'adresse à 4 grands types de publics. Les 2 premiers cercles, administrateurs SIG et tous les agents métropolitains, pour nous, c'est l'interne à la métropole. Et les communes, évidemment, c'est l'externe, et le grand public. Tous ces publics, ces 4 publics utilisent des données qui sont au centre de la stratégie et qui sont stockées sur une solution libre, donc on l'a dit sur PostGIS. Une cible qui évoque pour certaines de nos collègues une ammonite, mais c'est qu'un clin d'œil. Je vais continuer à expliquer ce qu'est notre cible. Donc pour ces 4 grands publics, on propose des solutions libres. Plus particulièrement, déjà on va parler de tous les agents métropolitains. Tous les agents, c'est ceux qui vont faire des usages polyvalents du SIG. Certains font de l'usage un peu plus métier, on va en parler après. Mais on leur propose QGIS. Tous sont en mesure de demander QGIS. Nous, on y voit un avantage conséquent, parce qu'avant, sur l'ancien système Esri, on comptait nos licences. C'est plus le cas, on peut en distribuer autant qu'on veut. Et puis, pour les administrateurs SIG métiers, donc les grandes compétences dont parlait Carole au début, là, eau, assainissement et autres, on propose aussi à ces administrateurs de données QGIS, et tous, qu'ils soient dans un contexte très métier ou pas, vont avoir les mêmes plugins transverses, des outils qui facilitent la localisation à l'adresse, par exemple, à l'objet, un accès simplifié aux données, parce qu'il y a un patrimoine de données qui est conséquent, il y a plus de 600 couches de données. Et puis pour les administrateurs métiers, c'est un gros point du programme de refonte, c'est-à-dire qu'on va proposer, et on commence à proposer, des plugins métiers, donc des développements d'applications spécifiques. Et là, le côté QGIS, très modulaire, en fait, nous rend bien service, parce qu'on peut proposer ces plugins. Et on en développe une série, donc, vous les voyez, autour des réseaux d'assainissement. Un plugin assez technique qui permet d'intégrer des données de géomètres, qui permet de vérifier la continuité des données du réseau qu'on intègre en cours de constitution. Un plugin sur la réponse au DTD-ICT, qui est quasiment terminé. Un autre sur le patrimoine végétal, les arbres d'alignement, un autre sur le PLU, donc l'administration, la représentation, l'impression du PLU. Alors là, en termes de mutualisation, on a déjà des échanges avec d'autres collectivités, mais bien entendu, on serait très preneur d'enrichir ces échanges. Un autre outil qui va permettre de saisir les voies et adresses, c'est pas sûr qu'on ait besoin de faire du développement, peut-être que QGIS en standard permettra de le faire. Et puis sur la collecte des déchets ménagers, là on s'attend à faire quelque chose de plus conséquent pour optimiser en fait les tournées de collecte. On a 250 circuits de collecte à optimiser. Donc ça c'est plutôt pour la partie bureautique. Et puis on utilise aussi les technologies libres là, pour les communes partenaires, pour un outil qui fait de la diffusion de l'information géographique autour de QGIS Server donc, et de l'outil QWC2. Utilisé pour les communes, notamment pour la consultation du cadastre, mais aussi, si on le souhaite, en interne. Et puis, pour le grand public, on privilégie les interfaces web libres. Et puis, de façon transverse à l'organisation, notre plateforme d'open data s'appuie sur des technos libres aussi. Et en
complément de ces outils libres, on a un pendant de logiciel éditeur, donc vous voyez apparaître, plutôt pour de la consultation web dans des contextes assez métiers. Donc là, les logiciels éditeurs, la partie verte, c'est principalement de l'Esri. Et quand on dit consultation sur des volets métiers, ça va être la consultation du patrimoine de voirie avec des fonctionnalités un peu spécifiques, voire des réseaux d'assainissement avec des outils de recherche, de propagation de pollution, par exemple, des fonctionnalités un peu particulières qui s'appuient sur des parcours graphes. Au niveau éditeur, on s'appuie aussi sur l'ETL FME et on fait actuellement une expérimentation de catalogage sur un autre logiciel d'éditeur. Catalogage pour une expérimentation sur un catalogue de données transverses, en fait, géographiques et non géographiques pour cataloguer toutes ces données. Voilà. Donc sur la suite là, de la cible, on aura encore un système hybride, vous voyez, comme on l'avait il y a 20 ans, mais pas sur les mêmes technologies. Et c'est quelque chose de culturel à la métropole, là, de mixer ces outils-là. Donc là, Jean-Philippe a expliqué la cible sur le SIG. Donc au-delà de la cible et l'architecture qui peut l'accompagner, moi, ce qu'on avait proposé aussi autour de la démarche vers de l'open source, c'est aussi un changement d'approche et un changement potentiellement de philosophie ou de façon d'aborder les choses. Donc, autour de cette cible SIG technique, il y a aussi un accompagnement au changement. Et dans ce cadre-là, on a fait là on a intitulé une approche différente, donc déjà à la métropole, donc en interne, c'est-à-dire que la démarche a été de présenter ce qu'était l'open source. Donc après il y a des connaissances qui sont très variables, c'est-à-dire il y a des gens qui vont très bien connaître, mais il y a des gens aussi qui connaissent pas forcément toutes les implications ou tout le contexte. Donc l'idée, c'était de pouvoir se refaire un langage commun et un socle commun de connaissances sur l'open source en visant différents publics cibles en interne, donc dans les parties prenantes. Donc on a été accompagné par ça pour pouvoir faire trois formations de sensibilisation. Donc au niveau des acteurs opérationnels, donc plutôt les géomaticiens, plutôt les personnes métiers qui vont travailler concrètement sur la donnée SIG, sur les applicatifs. Donc voilà, les présentations étaient sur les principes de la collaboration, montrer un peu quel type d'outils existaient, comment ils pouvaient être évalués, pardon. Et donc voilà, QGIS, c'est un logiciel qui est central autour de la donnée géographique. Voilà, et avec une explication pour la publication en open source en tant que collectivité, donc la possibilité de pouvoir développer des choses aussi en commun. Donc ça a rassuré un peu aussi sur la question de l'écosystème, sur le fait que c'est quand même relativement robuste et que c'est des outils sur lesquels on peut s'appuyer et s'appuyer de façon professionnelle. Ensuite, on a fait aussi une présentation sur l'open source, mais au niveau des directeurs et des responsables de services. Donc là, les questions ne sont pas les mêmes. Il était question plutôt d'investissement, de retour sur l'investissement, sur la maintenance, pour pouvoir évaluer les coûts principalement et l'engagement qu'il peut y avoir quand on veut aller vers de l'open source, et également le fait que l'organisation interne peut être modulée. Et qu'il faut potentiellement apporter aussi des compétences en interne. Donc voilà, ça a été plutôt bien perçu avec une culture commune qui s'est faite au niveau des différents responsables. Et enfin, le troisième volet qu'on avait ciblé sur cette approche-là, c'était les marchés, les services juridiques et les services d'achat. Voilà, parce que c'est important aussi que de leur côté, ils comprennent de quoi on parle et ils comprennent de quelle façon l'approche au niveau des marchés va être différente, puisque la rédaction va pas être la même. Donc ils étaient aussi très intéressés de pouvoir avoir des exemples de marchés autour de l'open source. Et donc au-delà de la démarche, de l'approche en interne, il y a aussi une question d'approche au niveau des autres collectivités. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que que le contexte budgétaire n'est pas idéal, notamment au niveau des collectivités.
Donc le fait que ça se resserre fait aussi que la réflexion peut être un peu différente. Et ce contexte économique, tout autant que technique, peut inciter à la mutualisation. Donc je pense que la démarche de la métropole de Lyon, elle est certainement aussi existante pour d'autres collectivités. Dans ce cadre-là et dans cette réflexion-là, on a déjà eu des échanges avec des collectivités justement pour essayer de voir où en sont les collectivités autour du SIG et s'il y a des sujets communs qu'on pourrait discuter ensemble, voire faire ensemble au niveau des outils notamment. Voilà. Après, la difficulté autour de ça, c'est qu'il y a toute une mise en œuvre à organiser, il faut du temps, il faut pouvoir coordonner les choses, il faut pouvoir avoir une temporalité qui convienne. Mais voilà, je pense que si on peut être motivé, si d'autres le sont, en tout cas, nous, on est ouverts pour pouvoir en discuter, essayer de construire des choses ensemble. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer aux questions, s'il y en a dans la salle ou des réactions. Le micro arrive. Bonjour, donc Tony Emery de la métropole de Montpellier. Donc nous, on est en train de réfléchir aussi peut-être à ce genre de démarche. Vous avez dit que vous avez eu un accompagnement quand vous avez fait de la conduite au changement. C'est une boîte privée, c'est comme vous avez fait une AMO. Alors oui, effectivement. Est-ce que c'est mieux ? Oui, on a eu un accompagnement. Donc la démarche, elle a été commencée en fin d'année dernière et c'est une commande qui a été faite auprès d'Oslandia. Donc Julien Moura, ici présent, nous avait accompagnés aussi là-dessus. Les présentations avaient été faites par Oslandia. C'est tout ? Okay. Moi, j'avais peut-être une question, en attendant qu'il y en ait d'autres ou pas. Vous avez parlé de la cible avec le schéma et d'une culture commune. Vous avez peut-être abordé le sujet, mais comme c'est un environnement qui va être utilisé par les agents, comment ça se passe au niveau formation ? Est-ce qu'ils sont formés selon les besoins spécifiques ou est-ce qu'il y a une formation commune ? Comment ça se passe ? Alors pour l'instant, on est dans un cycle de formation assez standard par le centre de formation interne de la métropole. Enfin, quand je dis standard, c'est qu'il y a deux types de formation, plutôt pour des utilisateurs novices et puis d'autres plus avancés. Donc c'est personnalisé, comme vous le dites. Après, ce qu'on se rend compte du fait de cette stratégie, c'est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs QGIS, de plus en plus de besoins de formation, et on sait d'ores et déjà qu'à ce rythme-là, avec le dispositif actuel, on n'arrivera pas à suivre la demande. Donc il va falloir qu'on invente d'autres façons de faire. Merci. Une question ? Oui. Oui, merci pour cette présentation. Je trouve très intéressant qu'on n'ait pas que des aspects techniques, mais qu'il y ait aussi des retours d'expérience de transition, de changement. Moi, je voulais aussi partager, je pense que c'est très intéressant quand on ambitionne, enfin quand on envisage comme ça de faire un gros changement de système, de non seulement consulter des prestataires qui vont vous informer, mais également de rencontrer d'autres structures, d'autres collectivités, d'autres services publics qui sont passés par cette expérience et qui peuvent avoir un bon retour ou un mauvais retour. Moi, je suis de l'agence de l'eau et je sais que ce qui a fait basculer notre choix, c'est pas uniquement des retours de professionnels, mais des retours de structures aussi qui nous ont dit nous on a fait le choix inverse et on regrette, ou nous on a fait ce choix-là, on galère, ou nous on a fait ce choix-là et là on est en train de se stabiliser. Je pense que c'est vraiment très important que les différents services publics se partagent ces expériences, bonnes ou mauvaises, erreurs aussi. C'était extrêmement formateur de partager ces erreurs pour éviter aux autres d'en refaire. Et du coup, je pense que c'est vraiment une très bonne posture de se dire, nous on a fait ça, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager là-dessus, comment vous avez fait
Donc voilà, c'était pas vraiment une question, mais c'était pour dire vraiment, il faut aussi rencontrer les autres services, d'autres gens qui ont fait cette expérience et qui ont des enseignements à vous partager, quoi. Merci. Mais je suis tellement d'accord. Ah, mais surtout, vraiment, je vais m'abonner. Non, je suis complètement d'accord sur ces aspects et à titre perso, donc là je prends plutôt la casquette où j'ai eu la chance de travailler sur ce projet. C'est hyper rare d'avoir ces projets, je sais pas, je dirais une approche globale avec effectivement 3 axes, marché un peu décisionnaire et aussi côté technique avec un accompagnement sur la durée, pas se précipiter. Pas se dire ça va être parfait, regardez c'est génial parce que QGIS t'as vu j'arrive à le compiler sur ma machine et sur mon Raspberry. Ok, c'est super ce que tu fais Jean-Pierre, mais on va pas pouvoir le faire pour tout le monde. Et sortir de ce cadre-là, je trouve ça c'était vraiment très très intéressant à faire et vraiment passionnant. Ouais, j'ai pris le micro. Bonjour, Jean-Louis Merman, département de Vaucluse. J'étais intéressé par cette présentation dans une logique un peu par cercle emboîté en quelque sorte. Et il me semblait intéressant de savoir si vous aviez intégré dans votre perspective le niveau d'appropriation des outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on sait très bien que l'appropriation par des outils riches comme QGIS sont, on va dire, la destination finale. Non pas le film, mais bien sûr l'outil. Par contre, il y a des outils intermédiaires, je les appelle ainsi, c'est par exemple UMAP, qui est aujourd'hui porté aussi avec l'Agence nationale, vous savez, de la cohésion de territoire, et qui permet, puisque vous êtes métropole, d'accompagner les petits territoires. Et en l'occurrence, le sujet, il y a 2 niveaux. Le premier, c'est la donnée, c'est-à-dire on sait très bien qu'on a des chargés de mission qui ont des fichiers de suivi, etc. Comment on les aide à monter en qualité sur ce que vous serez amené à valoriser. Et donc, cette donnée, après, est-ce que vous décidez de la publier? Je n'ai pas entendu que vous ayez mentionné la publication des données, et en l'occurrence sa valorisation. Donc là, je pense à OpenStreetMap, je pense à Wikidata, données géographiques et données structurées sémantiques. Et en conséquence, donc, tout ça permet effectivement de revenir sur votre logique de rampe d'accès jusqu'à un projet plus complexe. Merci pour la question. C'est tout à fait les sujets auxquels on réfléchit. La publication de la donnée, on se rend compte là qu'au-delà des grosses applications qu'on a avec des logiciels d'éditeurs où on répond à des gros besoins métiers, il y a effectivement un besoin de créer facilement une carte, de publier une carte pour quelqu'un qui va partir en réunion, rencontrer des acteurs du territoire, des communes, des cartes simples. Pour l'instant, on le fait avec la solution Esri. On s'interroge si c'est le bon choix à l'avenir. En fait, on se pose la question, est-ce que le volet QGIS Server, là, qui est en bleu, ne viendrait pas empiéter un peu sur le volet vert de notre cible? Et puis, plus généralement, comme vous le dites, il y a la question de territoire. Et le SIG de territoire à la métropole est une question. C'est-à-dire comment mutualiser certaines ressources avec des communes qui ne sont pas suffisamment dotées pour avoir un administrateur, un outillage conséquent. Et ça, ce sont des perspectives. Mais je vous avoue que pour l'instant, on est en train de faire la refonte. On pense à tout ça, mais c'est pour peut-être 2027-2028 qu'on rentrera un peu plus sur ces sujets-là. Peut-être une dernière question. Donc moi ma question c'était au sujet de la collectivité en général. Donc cette dynamique de migration vers des outils open source, c'était interne aux services et sujets ou c'est une dynamique globale au sein de Lyon Métropole? Est-ce qu'il y a eu des blocages, des limitations ou alors même de l'enthousiasme peut-être des autres services? Alors, je réponds encore. Oui, c'est une politique globale d'incitation. Donc, le SIG rentre dans cette politique. Maintenant, on est incité sur les logiciels libres, notamment autour de QGIS, parce que c'est polyvalent, parce que c'est modulaire, parce que c'est gratuit. Mais on se rend compte que les équipes avaient adopté l'outil déjà très très tôt. Et incitation ou non, de toute façon, QGIS allait prendre une grosse part dans la cible.
bonjour, Florian Boré à l'UNEL-Aglo. Moi j'ai une question, est-ce que vous avez posé votre stratégie pour les X années à venir et est-ce que si ce document stratégique existe, est-ce qu'il est partagé? Au titre de la feuille de route, je vais répondre, vu que je travaille sur la feuille de route du SIG, oui, je réponds oui, la stratégie, là, de toute façon, elle est, cette cible-là, elle est valable pour au moins jusqu'à, on va faire ce travail pour atteindre cette cible au moins jusqu'à 2028. Après, vous avez vu l'expérience précédente, le SIG précédent, il datait de 2001. Donc, ce qu'on est en train de faire, on pense que ça va, enfin, on espère que ça va durer au moins 15 ans, sinon 20 ans comme le système précédent. Merci beaucoup. Moi, c'est Maxime Trébuchon. Je suis dans un syndicat rivière et d'assainissement. Et je suis intéressé du coup par le plugin pour répondre aux DICT, mais je me demande qu'est-ce qu'il fournit. Est-ce qu'il fournit du coup les plans directement? On a juste, je sais pas, mettre un fichier Excel dedans et il va nous fournir les plans. Enfin, à quel point, quelle tâche va réaliser ce plugin? Alors, il fait les plans, il traite des mails, des demandes par mail. Il répond avec des plans dont la qualité avec les outils précédents était très très élevée. Donc, sur QGIS, il a fallu faire quelque chose d'aussi abouti. Et puis, il fournit les données aussi qui sont sous-jacentes au plan. Et les collègues à la voirie qui ont développé cet outil seraient très, très contents de pouvoir échanger, je pense, avec d'autres collectivités pour pouvoir partager autour de ce travail. Merci à tous. Merci pour les questions.